Donc on va continuer la suite du cours avec un paragraphe sur les bases orthonormées et un paragraphe sur les projections orthogonales. Et donc cette vidéo se terminera par un petit exercice, comment calculer le projeté orthogonal d'un vecteur sur un sous-espace vectoriel. Et ensuite vous aurez, comme d'habitude, un petit exercice à la fin, similaire à la dernière application qu'on verra. Donc tout d'abord, un premier paragraphe sur les bases orthonormées. Donc ici, on se place dans un espace euclidien, c'est-à-dire un espace vectoriel muni d'un produit scalaire, que je note crochet ici, qui en plus est de dimension finie. Voilà, R espace vectoriel sur R, de dimension finie. Alors, dans un tel espace, il existe au moins une base orthonormée, c'est-à-dire une base qui a la propriété d'être une famille orthonormée ou famille orthonormale, c'est-à-dire une famille dont tous les vecteurs sont orthogonaux 2 à 2, et en plus ils sont tous de norme 1 pour le produit scalaire de E. Alors ce théorème est admis provisoirement. On verra dans la suite du cours comment calculer en fait de façon effective une base orthonormée à partir d'une base quelconque d'un espace. Voilà, en un exemple, vous connaissez en fait les bases orthonormées. Une base orthonormée classique, si je me place dans l'espace R puissance n, et que donc R puissance n muni du produit scalaire usuel. On connaît une base, c'est la base canonique. Et la base canonique, si je prends deux vecteurs, par exemple ce vecteur-là, que je fais son produit scalaire avec un autre vecteur du même type ici, donc différent par contre, de vecteurs 2A2 différents, ici en fait ça fait 1 fois 0, plus 0, etc., plus 0, ça fait 0. Donc deux vecteurs différents bien sûr de la base canonique dans R puissance n sont orthogonaux. Et donc on a déjà une famille orthogonale. Et pour vérifier si on a en plus une famille de norme 1, je vais calculer le produit scalaire entre deux fois le même vecteur cette fois-ci. Et donc ici ça nous donne 1. Et donc si le produit scalaire est égal à 1, la norme de ce vecteur, qui est égale à la racine du produit scalaire, sera également égale à 1. Voilà. Donc la base canonique est une base orthonormée. Dans toute la suite du cours, base orthonormée, je noterai BON. Voilà. Alors, à quoi ça va nous servir les bases orthonormées? C'est bien pratique parce qu'en fait, si on est dans un espace grand E euclidien quelconque, mais qu'on connaît une base orthonormée, en fait, pour faire les calculs, ça fonctionne comme dans R puissance n. Quand je dis ça fonctionne comme R puissance n, on va voir comment calculer les coordonnées dans une base orthonormée. Donc, on fixe E un espace euclidien. Et du coup, on a le droit de prendre une base orthonormée que je vais appeler EI, munie d'une base orthonormée, donc la famille des EI, pour I compris entre 1 et n. Donc ici, bien sûr, la dimension du coup de E, c'est petit n.
Alors, quand je suis dans R puissance n, donc ça c'est voilà, mon brouillon. Quand on est dans R puissance n, muni de la base canonique, un vecteur x, il s'écrit sous la forme x1, xn, et il est de la forme x1. Donc ici, les e1, en, c'est la base canonique de R puissance n. Voilà. Les réels qui se trouvent ici, x1 jusqu'à xn, c'est ce qu'on appelle les coordonnées du vecteur x dans la base e1, en. Et de façon plus générale, si je ne suis pas dans R puissance n, si j'ai un vecteur x, si j'ai une base d'un espace, alors il existe une unique famille de, on l'avait plutôt appelé lambda i dans le cours précédent, il existe une unique famille de lambda i telle que x s'écrive comme somme des lambda i ei. Et ici, c'est ce qu'on appelle justement les coordonnées du vecteur x dans la base des ei. Dans R puissance n, les xi, si je connais le vecteur x, ils s'obtiennent facilement à partir de x. Le x1 qui est là, c'est quoi par rapport à x et e1 en utilisant le produit scalaire? C'est tout simplement x scalaire e1. Si je fais x1, xn scalaire le vecteur 1, 0, 0, 0, 0, et bien j'aurai x1, le produit scalaire entre les deux, ce sera x1 fois 1 plus 0, plus 0, plus 0, plus 0, donc ça donnera bien x1. Et etc. Et xn, c'est x scalaire en. Donc si je connais le vecteur x, pour calculer ses coordonnées dans la base orthonormée, la base canonique de R puissance n, il suffit de faire les produits scalaires du vecteur x avec chacun des vecteurs de la base. Alors je pense que vous avez vu venir la suite. Si je connais une base orthonormée dans un espace quelconque, eh bien le vecteur x, ses coordonnées dans la base e1, en seront les produits scalaires entre le vecteur x et la base orthonormée, et chacun des vecteurs de la base orthonormée. Autrement dit, x s'écrira comme somme pour i allant de 1 à n des... Et ici, on a le lambda i qui correspond à la coordonnée de x selon ei. Et bien ce lambda i, en fait, c'est x scalaire ei. Autrement dit, la coordonnée de x selon le vecteur ei est le produit scalaire justement entre x et ei. Voilà, alors preuve, c'est facile. On écrit x comme somme des lambda i ei et on va montrer que le lambda i en fait il est égal à ceci. Donc on fixe x appartenant à E. Alors il existe une famille, il existe une unique en fait famille de lambda i telle que x égale somme des
lambda I, EI. Et maintenant, il suffit de calculer le produit scalaire entre x et un vecteur EI quelconque et de vérifier que ça donne bien lambda I en utilisant le fait que la famille des EI est une famille orthonormale. Alors je ne peux pas écrire x scalaire EI si je somme déjà sur I, ou alors il faut que je l'appelle, ou alors ici il faut que j'appelle la somme sur J. X scalaire EI égale somme des lambda J EJ scalaire EI. Et là, je vais utiliser la linéarité à gauche du produit scalaire. Donc le EI ici, on n'y touche pas. Et j'utilise le fait que l'application qui a Y associe produit scalaire entre Y et EI est une application linéaire. Les lambda I ici, ce sont des réels. Et les EJ, ce sont des vecteurs, ce sont des éléments de E. Donc quand j'utilise la linéarité à gauche du produit scalaire, les seules choses que j'ai le droit de sortir du produit scalaire, ce sont les réels, bien sûr. Les EJ vont rester à l'intérieur du produit scalaire. Donc ici, ça nous donne somme pour J allant de 1 à n des lambda J EJ scalaire EI. Et ça, comme la famille des EI est une famille orthonormale, cette quantité-là vaut 0 si I est différent de J et 1 si I est égal à J. C'est ce qu'on avait noté avec le symbole de Kronecker. 0 si I différent de J et 1 si I égale à J. Du coup, dans la somme, en fait, il y a plein de zéros et il n'y a qu'un seul terme qui est non nul, le terme pour J égale à I. Voilà, donc on a prouvé que la coordonnée de x selon EI, qui était lambda I, ben en fait c'est x scalaire EI. Voilà, donc ça c'est l'une des raisons pour lesquelles quand on a une base orthonormée, on va dire l'espace, pour faire les calculs, ça se comporte un petit peu comme dans R puissance n. Une autre raison, c'est si je calcule le produit scalaire ou la norme dans une base orthonormée, à l'aide d'une base orthonormée. Donc ici, petit 3, produit scalaire et norme. En base orthonormée. Alors, dans R puissance n, si j'ai deux vecteurs x et y, x scalaire y, c'est la somme pour i allant de 1 à n des xi, yi, où x, je l'ai écrit comme x1, xn, et y, je l'ai écrit comme y1, yn. Et ici, les xi, ce sont en fait les coordonnées de x selon le vecteur, la coordonnée de xi, c'est la coordonnée de x selon le vecteur EI. Alors vous imaginez ce qui va se passer dans une base orthonormée. Cette formule-là, quand j'ai une base EI orthonormée de mon espace E, xi je le remplace par x scalaire EI et yi je le remplace par y scalaire EI. Et ça en fait c'est valable même si je suis plus du tout dans R puissance n. Donc vous remarquez qu'en fait, pour calculer le produit scalaire entre deux vecteurs x et y, on a une formule qui
est similaire à la formule du produit scalaire dans R puissance n, sauf que ici j'ai remplacé par les coordonnées. Ici c'est la coordonnée de x selon EI et ici la coordonnée de y selon EI. Donc pour faire le produit scalaire ensuite entre deux vecteurs x et y, si je connais les produits scalaires entre x et chacun des vecteurs EI, et pareil les produits scalaires entre y et chacun des vecteurs EI, on a cette formule là ensuite pour le produit scalaire entre x et y. Et du coup, pour calculer la norme de x, ça va être la racine de la somme des x scalaires EI au carré. Donc proposition, on reprend comme précédemment donc E, un espace euclidien muni d'une base orthonormée EI. Et deux vecteurs x et y de E. Le produit scalaire entre x et y est donné par la somme des x scalaire EI fois y scalaire EI. Et norme d'un vecteur x, c'est du coup la racine du produit scalaire entre x et lui-même, c'est la racine de somme des x scalaire EI au carré. Voilà, et alors pour le prouver, eh bien c'est tout simple. Comme précédemment, le x j'écris comme somme des lambda i EI. Le y je l'écris comme somme des mu j e j. Et après, j'utilise la bilinéarité du produit scalaire et le fait que la famille des EI est une famille orthonormale. Donc, preuve. Soit, on va les appeler donc lambda i et mu i, pardon, r puissance n, ici k égale r, tel que x égale somme des lambda i EI. Et en fait, ici, on sait que les lambda i, d'après le paragraphe précédent, le lambda i, je sais que c'est x scalaire EI. Et y égale somme des mu i EI. Et donc, d'après le paragraphe précédent, je sais que le mu i qui est là, en fait, c'est y scalaire EI. J'aurais pu garder cette notation-là, mais c'est juste le fait de l'écrire avec lambda i et mu i, ça va alléger un petit peu les notations. Sinon, il y aura beaucoup de produits scalaires, on ne va pas trop s'y retrouver. Alors, on a, si je calcule x scalaire y, c'est le produit scalaire entre cette première somme et la deuxième, je vais l'indicer sur J. Voilà. J'utilise la linéarité à gauche et la linéarité à droite du produit scalaire. Donc, ça c'est réel, ça c'est réel. J'ai le droit de les sortir du produit scalaire, de même que la somme. Par contre, les EI et EJ ici, qui sont des vecteurs, ils doivent absolument rester à l'intérieur du produit scalaire, ici. Donc ça fait somme sur I, somme sur J. Je fais tout d'un coup, je sors les deux sommes d'un coup. Si vous avez besoin de plus d'étapes, vous utilisez d'abord la linéarité à gauche, puis la linéarité à droite. Et au final, vous allez obtenir
ça avec EI scalaire EJ. Et comme précédemment, ça c'est delta IJ, donc c'est-à-dire c'est 0 si I est différent de J. Donc en fait ici, on a une somme double, mais notre somme double, si vous voulez, si je regarde la somme sur J, je sors par exemple le lambda I ici de la somme qui se trouve là, et la somme sur J qui est ici, des mu J EI scalaire EJ, ben en fait, elle a plein de zéros, il y a un seul terme pour lequel elle est non nulle, il y a un seul terme non nul, c'est le terme pour J égale à I. Donc ça nous fait somme pour I allant de 1 à n des lambda I, fois le terme de la somme sur J pour lequel le seul terme non nul de la somme sur J, c'est mu indice J pour J égale à I. Voilà. Et donc, on obtient, en remplaçant ici, on obtient bien la formule de l'énoncé. Voilà, qui est facile à retenir, hein. Vous retenez que c'est comme la définition du produit scalaire usuel dans R puissance n, tout simplement. Appliquer rapidement ce qu'on vient de voir. Dans les applications, pour l'instant, on n'a pas vu comment construire de bases orthonormées, etc. On verra dans la suite, donc ça reste une application un petit peu théorique, mais tout de même assez facile. Donc ici, j'ai pris un espace euclidien de dimension 4 et B, une base orthonormée de E. Donc pour l'instant, voilà, on n'a pas encore, on n'a vu qu'un seul exemple de base orthonormée, c'était dans R puissance 4, mais on va en voir bientôt d'autres. Mais en tout cas, là, c'est quelconque, on n'est pas forcément de R puissance 4. Et on vous dit, on prend x et y, deux vecteurs de E, tels que, alors là on donne la matrice de x, y dans la famille B, dans la base B. Donc c'est la matrice d'une famille de vecteurs dans une base. Donc je rappelle que ça signifie que en fait le vecteur x s'écrit comme 1 fois E1 plus 2 fois E2 plus 3 fois E3 plus 4 fois E4. Et ici, 1, 2, 3 et 4, ce sont donc les coordonnées de x dans la base B. Et pareil, ici c'est y qui s'écrit comme 2 fois E1 plus 1 fois E2 plus 0 fois E3 plus moins 1 fois E4. Et donc y, ici, ce sont ces coordonnées dans la base B. Montrer que x et y sont orthogonaux. Comment est-ce qu'on fait pour vérifier qu'ils sont orthogonaux? Il faut calculer le produit scalaire entre x et y. Et donc, comment est-ce qu'on va faire pour calculer le produit scalaire entre x et y? Même si on n'est pas dans R puissance 4, on a dit si, à partir du moment où cette famille-là, c'est une base orthonormée, on fait comme si on était dans R puissance 4. C'est-à-dire, pour calculer le produit scalaire entre x et y, on va faire cette coordonnée-là qui correspond à x scalaire E1 fois la coordonnée ici qui correspond à y scalaire E1 plus x scalaire E2 fois y scalaire E2 plus x scalaire E3 fois y scalaire E3 plus x scalaire E4 fois y scalaire E4. Et donc on trouve 2 plus 2, 4, plus 0, moins 4. Ça fait 0. Donc x et y sont bien deux vecteurs orthogonaux. Sur les projections orthogonales. Donc dans ce paragraphe, on va avoir besoin de la notion de projection qu'on a déjà vue dans le cadre des espaces vectoriels. Projection sur un sous-espace vectoriel F parallèlement à un sous-espace vectoriel grand G. Donc si jamais vous avez besoin, je vous invite à revoir cette partie du cours, même si on rappellera quand même la définition. On aura besoin également de l'orthogonale d'un sous-espace vectoriel. On va manipuler un petit peu ça et bien sûr de ce qu'on vient de faire. Et on va réutiliser les propriétés d'un
de supplémentaire d'un sous-espace vectoriel. Voilà, la définition de supplémentaire d'un sous-espace vectoriel. Donc, dans ce paragraphe, on va projeter de façon orthogonale. En fait, de façon orthogonale, ça va être par rapport à ce qu'on va appeler f orthogonal, ce qu'on appelle f orthogonal, on va montrer que c'est un supplémentaire de f, sur un sous-espace de dimension finie. Un sous-espace de dimension finie, c'est-à-dire que dans toute la suite, en fait, on va supposer que notre espace vectoriel grand E, il n'est pas forcément de dimension finie. Lui, il peut être de dimension infinie. D'ailleurs, on verra des exemples. Il y a des exemples en TD où on est dans l'espace des fonctions, donc il n'est pas forcément de dimension finie. Par contre, on va prendre un sous-espace vectoriel de E grand F, qui lui va être de dimension finie. Voilà. Et dans un premier temps, du coup, on va regarder un petit peu l'orthogonale, f orthogonale de grand F. Donc l'orthogonale de f, par définition, c'est l'ensemble des vecteurs de E qui sont orthogonaux à tous les éléments de grand F. Ça, c'est l'orthogonale de f. Et en fait, il se trouve que cet ensemble, c'est un supplémentaire de f, qu'on appelle supplémentaire orthogonal. On peut l'appeler le supplémentaire orthogonal. Vous savez qu'un espace vectoriel f, un sous-espace vectoriel f, peut avoir plusieurs supplémentaires, mais un sous-espace vectoriel f n'a qu'un seul orthogonal, et donc, du coup, on peut parler du supplémentaire orthogonal de f. Alors, c'est quoi supplémentaire? Qu'est-ce qu'il va falloir vérifier pour montrer que f orthogonal, c'est un supplémentaire de f? Il faut vérifier que l'intersection entre les deux est réduite à 0 et qu'en plus, on peut décomposer n'importe quel vecteur de E comme somme d'un élément de f plus un élément de f orthogonal. Alors, donc, preuve. Donc, déjà peut-être f orthogonal par définition, c'est l'ensemble des vecteurs x de grand E tels que x est orthogonal à tous les éléments de f. Et donc, pour montrer que f orthogonal est bien un supplémentaire de f, il faut dans un premier temps montrer que l'intersection entre les deux est réduite à 0. Ça, on l'a déjà fait dans le cours. On va le réécrire. Soit x appartenant à la fois à f et à f orthogonal. Alors, donc le x qui est ici, c'est un élément de f orthogonal, et le x qui est là, c'est un élément de f, parce que le x, il appartient à la fois à f orthogonal et à f. Et donc quand je fais le produit scalaire entre un élément de f et un élément de f orthogonal, ça fait 0. Donc ça veut dire que le carré de la norme de x est égal à 0, donc x est égal à 0. Et dernier point, ici, donc on va montrer que E est égal à f plus f orthogonal. Alors,
comme ici en fait j'avais une double inclusion à prouver, mais sauf que la deuxième ici elle est évidente. Donc en fait, ce qu'on a prouvé c'est celle-ci. Là pareil, de même, double inclusion, mais l'inclusion du haut est évidente, donc ce qu'on va prouver c'est cette inclusion-là. Donc on va prendre un élément X appartenant à E. Avant ça, je vais utiliser le fait que F est de dimension finie. Donc je vais prendre une base orthonormale de F. Donc on pose petit n égale dimension de F. Attention ici, petit n, donc c'est pas la dimension de E, peut-être qu'il est même de dimension infinie. Là c'est juste la dimension du sous-espace vectoriel F. Et soit EI une base orthonormée de grand F. Comme F est un sous-espace vectoriel de E, c'est en particulier un espace vectoriel de dimension finie, et donc dans un espace vectoriel de dimension finie, il existe des bases orthonormées. Et donc, on va prendre un élément X appartenant à E. Donc, vous imaginez la situation, si je fais un petit dessin. Ici, par exemple, j'ai F, et puis je connais une base orthonormée de F, donc ici je suis dans R3, donc c'est assez limité, F il est de dimension 2 dans mon exemple, et je vais prendre un vecteur X quelconque de R3. Et il faut que je montre que X peut s'écrire comme un élément de F plus un élément de F orthogonal. Alors sur mon dessin, donc ici c'est l'origine, F orthogonal, du coup c'est l'ensemble des vecteurs qui vont être orthogonaux à tous les éléments de F. Donc sur mon dessin, F orthogonal, il se trouve ici. Et comment est-ce que je vais faire pour décomposer du coup X comme somme d'un élément de F et d'un élément de F orthogonal? Ben, X en fait c'est le vecteur qui se trouve ici plus le vecteur, c'est la somme de ces deux vecteurs-là qui sont là. Et le vecteur qui se trouve en bas, alors je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler Y par exemple. Et le vecteur qui se trouve là, je vais l'appeler Z. Donc ça c'est juste sur mon dessin de R3 et après on verra comment généraliser. Et Y, est-ce que je peux l'exprimer en fonction de X? Quand on est dans R3, ben, vous savez, Y, comment est-ce qu'on fait pour l'exprimer en fonction de X en fait? Ça va correspondre finalement au ce qu'on verra dans la suite, le projeté de X sur F. Et Y, ici, c'est X scalaire E1 selon E1 plus X scalaire E2 selon E2. Je projette selon E1, je projette selon E2. Et Z, du coup, c'est X moins Y. Et ça c'est dans R3, mais on a vu dans le paragraphe précédent sur les bases orthonormées que en fait quand on avait une base orthonormée, les calculs se faisaient un petit peu comme lorsqu'on est dans R puissance n.
Donc ici, on va utiliser la même formule que la formule qu'on a dans R puissance n. On va poser y égale la somme des x scalaires EI selon EI. Et en fait, on verra dans la suite que c'est ce qu'on appellera le projeté de x sur le projeté orthogonal de x sur f. Et on va poser z égale la différence entre x et y. Donc, on pose y égale somme pour i allant de 1 à n des x scalaires EI selon EI. C'est un petit peu la même formule que celle qu'on a vue juste avant. Hein. Ça, en fait, ce serait les coordonnées de x dans la base des EI. Voilà. Sauf que là, les EI, c'est pas une base de l'espace E tout entier, c'est une base seulement du sous-espace vectoriel grand F sur lequel on va projeter. Et z égale x moins y. Alors donc, par hypothèse, on a bien x égale y plus z. Il faut vérifier que le y, c'est un élément de f, et que le z, c'est un élément de f orthogonal. Alors le fait que y soit un élément de f, bah, c'est évident, parce que les EI, ce sont des éléments de f. Et donc ça, c'est une combinaison linéaire d'éléments de f. Or, f est un sous-espace vectoriel, donc cette quantité-là est bien dans grand F. Donc en fait, il y a juste à vérifier que x moins ce truc-là, c'est dans l'orthogonale de f. Donc, on a donc x égale y plus z. Y appartient à f car f est un sous-espace vectoriel et EI appartient à f pour tout i. Voilà. Il reste à vérifier que z est bien un élément de f orthogonal. Pour vérifier que z est bien un élément de f orthogonal, on va montrer que on doit montrer que z est orthogonal à n'importe quel élément de, alors pourquoi que j'appelle y, w on va dire. Il faut montrer que pour n'importe quel élément w de f, on a ça. Sauf que on connaît une base de f. On sait que n'importe quel élément w s'écrit comme somme des lambda i EI, étant donné que EI c'est une base de f. Donc ça va être le produit scalaire entre z et somme des lambda i EI. Donc on aimerait montrer que ça vaut 0. Et ça, par linéarité à droite du produit scalaire, c'est le produit scalaire entre z et EI. Du coup, si on arrive à montrer que z est orthogonal à tous les EI, alors z sera orthogonal à tous les éléments de f. Et ça, c'est une méthode qu'on utilise beaucoup en pratique pour montrer que un vecteur z est orthogonal à tous les éléments de f. Il suffit de montrer que z est orthogonal à tous les éléments d'une base de f. Donc ici, méthode. Pour montrer que
Z appartient à F orthogonal lorsqu'on connaît une base. Ici, il n'y a pas besoin, que la famille soit orthonormée. Il n'y a même pas besoin qu'elle soit libre en fait. Lorsqu'on connaît une famille génératrice, ça suffit. Lorsqu'on connaît une famille génératrice EI de F, donc ici c'est même une base orthonormée, pour montrer que Z appartient à F orthogonale lorsqu'on connaît une famille génératrice de F, il suffit de montrer que Z est orthogonal à tous les vecteurs de la base, enfin de la famille génératrice ici. Ça, vous pouvez l'encadrer. Et c'est la preuve que j'avais faite, juste avant. Donc ici, on va montrer que Z est orthogonal à tous les éléments EI. Donc on va fixer soit I compris entre 1 et N. Et donc on va calculer Z scalaire EI. Alors par définition, Z c'était X moins Y. Et Y c'était la somme. Alors je ne peux pas écrire somme sur I parce que I il est pris là, donc je vais l'appeler somme sur J. Dx scalaire EJ selon EJ. Tout ça c'est le vecteur Z. Et je fais le produit scalaire de tout ça avec le vecteur EI. Alors peut-être que là ça vaut le coup d'utiliser des couleurs. Voilà. Et la fonction qui a t associé le produit scalaire entre t et EI est une fonction linéaire, donc je vais utiliser ici la linéarité à gauche du produit scalaire. Pour ça, il faut toujours bien faire attention. Ça, c'est un vecteur, donc je n'ai pas le droit de le sortir du produit scalaire. Ça, c'est un vecteur, je n'ai pas le droit de le sortir du produit scalaire. Par contre, ici, le x scalaire EI, c'est un réel. Lui, on va pouvoir le sortir du produit scalaire, et bien sûr, de même que la somme. Donc, ici, ça va nous donner... Je commence par séparer ici avec le moins. Ça va nous donner x scalaire EI moins, et la somme, je la sors du produit scalaire, somme pour J allant de 1 à N. De même, le x scalaire EJ, je peux le sortir du produit scalaire. Voilà. Fois le produit scalaire entre EJ et EI. Voilà, et ça, comme ici j'utilise le fait qu'on a une base orthonormée, comme j'ai une base orthonormée, ça vaut 0 si I est différent de J et 1 si I est égal à J. Du coup, toute cette somme là, elle a plein de termes qui sont nuls, tous les termes pour lesquels J est différent du petit i qui était fixé là, et il y a un seul terme non nul dans la somme, le terme pour J égale à I. Donc, du coup, le terme non nul, ça va nous donner x scalaire E, indice J égale à I, donc x scalaire EI fois 1. Donc, ça nous donne x scalaire EI moins x scalaire EI. Et ça fait 0. Donc, Z est orthogonal à une famille génératrice de F.
Donc Z est orthogonal à tous les éléments de F, donc Z est un élément de F orthogonal. Donc, F et F orthogonal sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires de E. Et donc maintenant, petit 2, projection orthogonale. Maintenant, on peut projeter orthogonalement. Vu qu'on sait que F et F orthogonales sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires, la projection orthogonale sur F, ce sera la projection sur F parallèlement à F orthogonale. Donc tout d'abord, définition. Alors on va déjà rappeler ce qu'est la projection sur F parallèlement à G lorsque F et G sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires. Si F et G sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de E, c'est un rappel, hein, donc je vais un petit peu rapidement dans les notations. La projection sur F parallèlement à G est définie par donc c'est une fonction qui est définie sur E. On avait vu justement que c'était un endomorphisme de E à valeur dans E et qui a X associe. Alors comme on a F plus G qui est égal à E, et en plus F et G sont en somme directe, on peut écrire X comme X1 plus X2 avec X1 qui appartient à F et X2 qui appartient à G. Et cette décomposition-là, on sait qu'elle est unique du fait que F et G sont en somme directe. Donc X, il s'écrit comme X1 plus X2 avec, il y a un unique X1 qui vérifie ça, un unique X2 qui vérifie ça. Et donc, la projection sur F parallèlement à G, c'est au vecteur X, j'associe, on avait fait un dessin dans R2. Donc ici, je prends un vecteur X que je décompose comme ici, c'est X1 et ici, c'est X2. Et donc, la projection sur F parallèlement à G, c'est le vecteur X1. Voilà. Et donc on avait vu en fait d'ailleurs que caractérisation des projections, on ne va pas l'utiliser ici mais je le rappelle à l'oral, si P est un endomorphisme de E qui vérifie P rond P égale à P, alors les sous-espaces vectoriels, donc image de P et noyau de P sont supplémentaires et notre application P qui vérifie donc P rond P égale à P est la projection sur l'image de P parallèlement au noyau de P. Et on avait vu aussi que l'image de P, c'était aussi, on peut aussi le voir comme le noyau de
P moins identité. Voilà. Ça, c'est pour le rappel sur les projections classiques qu'on a déjà vues. Ici, projection orthogonale, eh ben, c'est lorsque G, ici, c'est le cas particulier où G, c'est F orthogonale. Donc, définition. On prend comme d'habitude E un espace très-hilbertien réel et soit F un sous-espace vectoriel de E et F, on le suppose, lui, de dimension finie. Alors, on appelle projection orthogonale sur F la projection sur F parallèlement à F orthogonale. Voilà. Et donc, maintenant, ce qui va nous intéresser, ça va être comment calculer, petit b, calcul du projeté orthogonal. D'après le paragraphe précédent, on a vu que si je prends un vecteur x quelconque de E, on l'avait écrit x égale y plus z, où y c'était un élément de f et z c'était un élément de f orthogonal. Et cette décomposition-là, bah, on sait qu'elle est unique. Et avec la définition que je viens de rappeler tout à l'heure, du coup, la projection, le projeté orthogonal de x sur f, ça va être cet élément-là. Et cet élément-là, si je connais une base orthonormée EI de f, cet élément-là, du coup, le projeté orthogonal du coup de x sur f, c'est la somme des x scalaires EI selon EI. Donc, première méthode pour calculer le projeté orthogonal, il faut connaître une base orthonormée de f, et alors j'applique cette formule-là. Deuxième méthode pour calculer le projeté orthogonal, il faut utiliser le fait que c'est un élément de f et que la différence entre x et cet élément appartient à f orthogonal. Donc revenir à la définition. Si je n'ai pas de base orthonormée, je reviens ici à la définition. Je cherche à décomposer x comme y plus z, avec y qui appartient à f et z qui appartient à f orthogonal. Donc calcul du projeté orthogonal. Soit je reprends les mêmes notations ici, E un espace préhilbertien réel, F un sous-espace vectoriel de E de dimension finie, et je vais appeler PF, donc qui va de E dans E, la projection orthogonale sur F. Et je fixe un élément x dans E, et le but c'est de calculer PF de x. Donc, méthode numéro 1. Et on verra un exemple tout de suite après. Donc là, on écrit
les méthodes générales. Méthode numéro 1, c'est si on connaît une base orthonormée de f. Donc, si je vais l'appeler EI, 1IN est une base orthonormée de f, alors on a la formule somme pour i allant de 1 à n des x scalaires EI selon EI. Et méthode numéro 2, ça c'est plutôt si on connaît en fait une famille génératrice de f orthogonale. Ça ce sera plutôt, on utilisera plutôt cette méthode là. Ça ressemble un petit peu d'ailleurs à la preuve, finalement la preuve précédente. Ça c'est plutôt si on connaît f orthogonale ou une famille génératrice. Non, alors pardon, c'est pas si on connaît, ce serait une famille. Oui, ce serait plutôt en fait ici une famille génératrice, pardon, de f. Voilà. Si on connaît une famille génératrice de f, ou si on connaît, parce que si on connaît une famille génératrice de f, du coup on connaît bien f orthogonale, ou si on connaît f orthogonale. Alors, du coup, dans ce cas-là, on cherche je vais l'appeler y tel que donc y appartient à f et x moins y appartient à f orthogonale. Ce qu'on vient de voir sur la projection orthogonale. Alors on va faire une application avec les deux méthodes et ensuite à la fin de la vidéo comme d'habitude vous aurez un exercice exactement similaire à ce qu'on va faire là. Donc ici on se place dans R2 crochet X et on le munit du produit scalaire suivant. Donc si P et Q sont deux polynômes donc de degré inférieur ou égal à 2, on pose P scalaire Q égale 1 demi de P de moins 1 Q de moins 1 plus P de 0 Q de 0 plus P de 1 Q de 1. Alors, il faut vérifier que ceci est un produit scalaire. On a déjà vu en fait quelque chose de similaire. On avait déjà vu lorsque P scalaire Q s'était défini par P de 0 Q de 0 plus P de 1 Q de 1 plus P de 2 Q de 2. La méthode est exactement la même pour montrer que ceci est bien un produit scalaire sur R2 crochet X. Voilà. On pose grand F égale le sous-espace vectoriel engendré par 1x, c'est-à-dire l'ensemble des combinaisons linéaires de 1 et de x, c'est-à-dire tous les polynômes de la forme ax plus b, où a et b sont deux réels. Voilà.
Donc c'est bien un sous-espace vectoriel de dimension finie. De toute façon, ici, E, c'est un espace euclidien, il était de dimension finie. Et on vous demande de déterminer la projection orthogonale du vecteur x carré sur le sous-espace vectoriel grand F. Donc ici, avec les notations, on va dire, que j'avais dans le paragraphe précédent, le petit x, ça correspond à ici grand X carré. Et le but, c'est de calculer donc PF de x avec f, cet ensemble-là. On va commencer par la méthode numéro 2 parce que c'était peut-être la moins claire, on va dire, dans l'énoncé. Donc, par définition, et elle utilisait juste la définition en fait de la projection orthogonale. On pose, je vais utiliser les mêmes notations que dans le cours, donc je vais poser y, le projeté orthogonal de x carré sur f. Par définition, donc par définition, on sait que le projeté orthogonal sur f, c'est un élément de f. Et on sait aussi que si je fais la différence entre le vecteur ici x carré et le projeté, on a un élément de l'orthogonale de f. Donc x carré moins y. Alors peut-être plutôt que l'appeler y, comme ici on est dans l'ensemble des polynômes, je pourrais l'appeler q. Non, je vais garder y, comme ça ce sera, on va dire, la même méthode que les mêmes notations que le paragraphe précédent. Voilà. On a y appartient à f et x carré moins y appartient à f orthogonal. Il faut traduire ce que ça veut dire chacune de ces deux propriétés. Le fait que y est dans f, ça veut dire qu'il appartient au sous-espace vectoriel engendré par un x. Donc ici, en fait, cette méthode-là, elle est assez naturelle parce qu'en fait, je connais une famille génératrice de f qui est la famille 1x. Donc le fait que y appartienne à f, ça veut dire qu'il s'écrit sous la forme ax plus b. Donc, comme y appartient à f, je sais que y, je vais pouvoir l'écrire comme ax plus b. Il existe donc deux réels a et b, tels que y égale à x plus b. Et maintenant, il faut donc que je vérifie cette condition-là. X carré moins y, c'est x carré moins ax moins b. Et il faut regarder à quelle condition x carré moins ax moins b est un élément de f orthogonal. On a vu dans le cours que f orthogonal, donc, c'est l'ensemble des vecteurs qui sont orthogonaux à tous les éléments de f. Donc il faut que le vecteur x carré moins ax moins b, alors je devrais garder peut-être l'énoncé du produit scalaire, non tant pis, je le connais. Voilà, donc on a x carré moins y, du coup c'est x carré moins ax moins b. C'est ce que j'avais appelé z dans le cours. Et ce vecteur-là, il appartient à f orthogonal. S'il est orthogonal à tous les éléments de f, il suffit de vérifier qu'il est orthogonal à une famille génératrice de f. Et ici, je connais une famille génératrice de f, c'est le 1x. Donc, pour vérifier, en fait, pour trouver a et b, c'est plutôt pour trouver a et b tels que ce vecteur-là appartiennent à f orthogonal.
telle que, je vais l'appeler Z du coup pour alléger les notations, Z égale x carré moins ax moins b appartiennent à f orthogonale. Il faut, en fait, il faut résoudre alors je mets résoudre parce qu'il faut trouver les valeurs de A et B telles que Z scalaire 1 égale 0 et Z scalaire x égale 0. Ici c'est car la famille 1x engendre f. Si je connaissais f orthogonale, par exemple, si j'avais déjà directement une base de f orthogonale, j'écrivais ça égale appartient à f orthogonale, voilà. Là j'ai une base de f, donc je sais qu'un vecteur est dans f orthogonale s'il vérifie ça. Et ça, en fait, ça va me donner un système. Z, je le remplace. X carré moins AX moins B scalaire 1 égale à 0. Et x carré moins AX moins B scalaire X égale à 0. Ici, alors il y a plusieurs façons de faire. On peut utiliser la bilinéarité, la linéarité à gauche du produit scalaire, puis et calculer, ou sinon on peut utiliser directement la définition du produit scalaire. Donc c'était cette quantité-là, c'était 1/2 de, alors 1/2 de quelque chose égale à 0, c'est en fait ce truc-là, voilà, donc le 1/2 je l'oublie, c'était P2 moins 1, Q2 moins 1, plus P2 0, Q2 0, plus P2 1, Q2 1, voilà, ça c'était P scalaire Q. Donc je vais appliquer cette définition-là avec P égale x carré moins ax moins b et Q égale à 1. Du coup, P de moins 1, je remplace grand X par moins 1. Ça fait moins 1 au carré, c'est-à-dire 1. Le grand X ici, je le remplace par moins 1. Donc ça fait plus A moins B. Voilà. Scalaire 1, donc ici, Q, c'est toujours Q de moins 1, ça fait 1. Plus ce polynôme-là pris en 0, ça fait moins B fois 1. Plus ce polynôme-là pris en 1, donc ça fait 1 moins A moins B fois 1. Alors, égale 0, normalement c'est 1/2 de tout ça qui est égal à 0, mais du coup j'ai tout multiplié par 2. Et ici je fais pareil, mais ici avec grand X. Donc ça en moins 1 c'est cette quantité-là, mais multiplié par grand X pris en moins 1. Donc je remplace grand X par moins 1, donc c'est tout ça multiplié par moins 1. Plus ça pris en 0, donc ça fait toujours moins B, fois 0. Donc en fait ici le terme du milieu il est nul. Plus c'est toujours la même quantité, 1 moins A moins B, mais fois ça pris en x égale 1 fois 1, voilà, égale 0. Et maintenant on résout.
il y a plus A ici, il y a moins A ici. C'est de la simplifie. Donc ici, j'ai 2 moins 3B. 2 moins 3B égale 0. La dernière ligne, donc ça c'est moins 1, moins A plus B, moins 1, moins A plus B, plus 1, moins A, moins B. Donc en fait les 1 ils simplifient et les B ils simplifient. Donc ça fait moins 2A égale à 0. Donc on obtient A égale à 0. Et je fais passer le 3B de l'autre côté, donc 3B égale à 2, donc B égale 2 tiers. Voilà. Conclusion. Le projeté de x carré sur f vaut ce que j'avais appelé y. Y c'était donc ax plus b. Je remplace a par 0 et b par 2 tiers. Donc la valeur du projeté de x carré sur f c'était 2 tiers tout simplement. Ça c'était pour la première méthode. Maintenant méthode numéro 2. Enfin c'était pour la méthode que j'avais appelée méthode numéro 2. Et donc maintenant je vais faire l'autre méthode que j'avais appelée méthode numéro 1. Donc dans ce cas-là, il faut connaître une base orthonormée de f. Donc on connaît déjà une base de f. On va vérifier si par chance les vecteurs 1 et x formeraient une base orthonormée. Où est-ce qu'on peut la normer? Dans le cas général, on verra dans la suite du cours comment à partir d'une famille quelconque former une base orthonormée. Ce sera l'algorithme de Gram-Schmidt. Là, j'ai pris un exemple suffisamment simple pour ne pas avoir besoin d'utiliser l'algorithme de Gram-Schmidt et pour pouvoir deviner directement comment trouver une base de f. Donc pour ça, déjà, il faut calculer la norme du vecteur 1. Donc on va calculer 1 scalaire 1 scalaire x, et aussi x scalaire x. Alors 1 scalaire 1, c'était 1 demi, 2, 1 fois 1, plus 1 fois 1, plus 1 fois 1. Donc ça fait 3 demi. 1 scalaire x, ça nous donne 1 demi, 2, 1 fois moins 1, plus 1 fois 0, plus 1 fois 1. Donc ça fait 0. Donc je vous avais dit, ici, on a un exemple assez simple. En fait, les vecteurs 1 et x, ils forment une famille orthogonale. La famille, elle n'est pas orthonormale, parce qu'ici, on n'a pas 1, on a un 3,5, mais elle est orthogonale. Donc si les vecteurs ils sont déjà orthogonaux, en fait, après, il suffit de les renormaliser. Donc on va renormaliser le vecteur 1. Et puis x scalaire x, on va voir ce que ça donne. Donc x scalaire x, ça fait 1 demi, 2, moins 1 fois moins 1. Donc c'est-à-dire 1, plus 0 fois 0, plus 1 fois 1. Donc ça fait 1 demi de 2, ça fait 1. Donc le vecteur x, il est déjà de norme 1, donc celui-là, on ne va pas y toucher. Il y a juste le vecteur 1 qu'il faut diviser par sa norme pour obtenir une base orthonormée. Donc on pose E1 égale 1 sur norme de 1, c'est-à-dire le vecteur 1 divisé par, attention, la norme c'est la racine du produit scalaire de 1 avec lui-même, donc divisé par racine de 3,5. Donc en fait ça fait racine de 2 tiers. Et E2 égale, lui il était déjà de norme 1, donc E2 égale à x. Alors, E1
E2 est une base orthonormée de F donc je peux utiliser la formule. Donc le projeté orthogonal, je vais l'appeler y, de x carré sur f vaut y égale, c'est le projeté orthogonal de x carré, donc c'est x carré scalaire E1 selon E1 plus x carré scalaire E2 selon E2. Alors il faut calculer donc x carré scalaire E1 et x carré scalaire x. Donc je vais calculer x carré scalaire 1 et puis après par linéarité à droite du produit scalaire on obtiendra le résultat. Donc x carré scalaire 1 c'est 1 demi de moins 1 au carré, donc c'est-à-dire 1 fois 1, plus 0 fois 1, plus 1 fois 1. Donc là, ça fait 1. X carré scalaire x, ça fait 1 demi de moins 1 au carré, c'est-à-dire 1 fois moins 1, plus 0 fois 0, plus 1 au carré fois 1, ça fait 0. Donc ce terme-là, il s'en va. Celui-ci, E1, c'était racine de 2 tiers ici, et racine de 2 tiers, donc y égale. Et maintenant, je remplace. Ça, on a dit, ça vaut 0. Et ce morceau-là, ici, le racine de 2 tiers, c'est un réel, je peux le passer devant. Ça fait racine de 2 tiers fois x carré scalaire 1 fois racine de 2 tiers. Et le x carré scalaire 1, je l'ai calculé là. Il vaut 1. Racine de 2 tiers fois racine de 2 tiers, ça fait 2 tiers. Donc, y égale 2 tiers. Et on retrouve le même résultat que précédemment. Qui est donc exactement similaire à l'application précédente. Cette fois-ci, on pose l'ensemble des fonctions continues de 0π dans R, munies du produit scalaire usuel sur cet ensemble. Donc, du coup, le produit scalaire entre deux fonctions f et g, c'est l'intégrale entre 0 et π de f fois g. Et on pose f, le sous-espace vectoriel engendré par un cosinus. Donc c'est l'ensemble des fonctions qui s'écrivent comme une constante plus une autre constante fois cosinus. Et on vous demande de déterminer le projeté orthogonal de la fonction sinus. Donc ici, petit x égale sinus, où petit x c'était la notation du cours, sur grand F de deux manières
différentes. Voilà, donc il faut refaire les deux méthodes précédentes. Si vous obtenez le même résultat à la fin, ça voudrait dire qu'il y a de fortes chances pour que votre résultat soit correct. Et si évidemment vous obtenez deux résultats différents, il faudra essayer de chercher votre erreur. Voilà, à très bientôt.